Donc la RAG, hein, rémunération annuelle garantie, qu'on appelle aussi la GAR, garantie annuelle de rémunération, qu'est-ce que c'est? De manière très globale, hein, très schématique, c'est une rémunération annuelle totale garantie que l'employeur va devoir verser aux salariés pour cette année civile de travail. Autrement dit, à la fin de l'année, on fait les comptes et si on s'aperçoit que le salarié a touché moins que cette RAG, eh ben, l'employeur va devoir verser tout simplement une indemnité différentielle. Alors la particularité de cette RAG, c'est que c'est un principe conventionnel. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas trouver dans le code du travail, dans la loi d'une manière générale, ce principe-là, sa source, c'est forcément dans une convention, un accord collectif. C'est les partenaires sociaux qui vont décider d'instituer cette RAG et qui vont devoir en détailler tout le mécanisme. Et ça, c'est bien rappelé par la jurisprudence, qui ne cesse de dire que il appartient aux partenaires sociaux de bien définir, une fois qu'ils l'ont fixé, cette RAG. Je vous ai mis à titre d'illustration un arrêt dans lequel l'employeur, on va dire, qui partait d'un bon sentiment, a voulu calculer cette RAG sur ses coefficients maison, hein, qui étaient bien plus favorables aux salariés que ceux qui étaient prévus dans la convention collective. Et la Cour de cassation a appelé en disant ben non, dans la convention collective, il est prévu de calculer la RAG avec les coefficients de la convention et pas avec les coefficients maison. Donc on a vraiment ce grand principe conventionnel qui est bien rappelé par la jurisprudence. La jurisprudence et la doctrine, toutefois, vont pouvoir venir en aide dans un seul cas, c'est lorsque les dispositions conventionnelles qui prévoient cette RAG ne sont pas assez claires, sont imprécises. Et dans ce cas-là, on a fixé quelques grands principes pour l'assiette de calcul. Cette assiette de calcul, la jurisprudence rappelle qu'elle contient tous les éléments qui ont la nature d'un salaire, quelle que soit leur périodicité, et plus précisément, toutes les sommes qu'on va verser lors de l'exécution de la prestation de travail. C'est la formule consacrée par la jurisprudence. Quelles sommes vont être exclues de cette assiette de calcul? Eh bien, ce sont les sommes versées au titre de l'intéressement, de la participation et les remboursements de frais professionnels. Donc ça, c'est le petit coup de pouce que nous donne la jurisprudence et la doctrine lorsque le principe de la RAC, bien que posé par la convention collective, reste imprécis. Attention, dans tout ça, ce que vient nous apporter la loi, eh bien, comme d'habitude, c'est le petit coup de règle sur les doigts, si je puis me permettre. C'est que, certes, c'est un principe conventionnel, la RAG, mais à partir du moment où les partenaires sociaux ont décidé de le mettre en place, il s'impose aux employeurs. Et si l'employeur ne le respecte pas, eh bien, il s'expose à une amende de quatrième classe qui va être multipliée par le nombre de salariés qui sont concernés par la non-application de ces principes de la RAG. Et ça, c'est bien le Code du travail qui le rappelle. Alors, comme on vous le disait, on va vous livrer bientôt la RAG pour la convention collective de la métallurgie. Et c'est la raison pour laquelle je vais me pencher un petit peu plus sur le principe de la RAG pour cette fameuse CCNU de la métallurgie qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2024. Alors, ce principe de la RAG, il est induit par la mise en place dans cette CCNU des SMH, salaires minimaux hiérarchiques, pour une salle de travail. Donc, on n'a pas de salaire minimum mensuel, on est bien sur des salaires minimums hiérarchiques pour une année, ce qui met donc en place ce grand principe de la RAG. Alors, comment sont-ils définis ces montants des SMH? Avec deux grands principes. Primo, une adaptation au temps de travail et deuxio, le respect du principe d'annualité. Alors, quand on parle d'adaptation au temps de travail, on veut dire qu'on va prendre en compte dans ces SMH tout ce qui va faire l'horaire de travail, la prestation de travail du salarié. Donc, on va prendre en compte son horaire de travail effectif, évidemment, tout ce qui va être les majorations au titre des heures supplémentaires ou les heures complémentaires, et on va proratiser s'il réalise un temps partiel ou s'il est soumis au forfait jour réduit. Quant au principe d'annualité, il s'agit là de venir proratiser en fonction des événements qui peuvent survenir lors de l'exécution de la prestation de travail, une entrée, une sortie en cours d'année, une suspension du contrat de travail ou encore une modification en cours d'année de l'emploi du salarié qui va entraîner un changement de son classement. Donc ça, c'est pour définir les montants des SMH.
Mais la CCNU est venue aussi donner des dispositions spécifiques aux débutants. Vous savez que là, encore une fois, c'est quelque chose qui est important, qui a été mis en exergue par des partenaires sociaux dans cette CCNU, cette nouvelle convention collective de la métallurgie. Vous savez qu'il y a un barème unique, hein, adapté pour les débutants. Donc, ce qu'on appelle débutants pour la métallurgie, ce sont tous les salariés qui vont occuper un emploi du groupe F pendant 6 ans. Et là, encore une fois, on va utiliser une période de référence qui est celle de la RAG, hein, c'est une année civile complète de travail. Et puis, on va venir adapter, encore une fois, ces SMH au prorata en cas de changement d'ancienneté en cours d'année, puisque c'est un élément très important pour ce groupe des débutants. L'assiette de calcul, évidemment, le plus important pour la RAG, elle est très spécifiquement définie dans l'article 140, puisqu'il y a une liste exhaustive des éléments inclus et exclus. Au niveau des éléments qu'on doit retenir, eh bien, c'est tous les éléments bruts de rémunération qui sont versés en contrepartie ou à l'occasion du travail. Et là, les partenaires sociaux, il y a une grosse discussion sur cette définition, puisque vous voyez, on n'est pas tout à fait sur celle de la jurisprudence, hein, qui nous parle d'exécution du contrat de travail. On est bien sur contrepartie ou à l'occasion du travail pour avoir une notion un petit peu plus large qui engloberait un petit peu plus d'éléments. Donc c'est une particularité et comme vous le voyez, c'est bien ce qui raccroche au fait que ce soit un principe conventionnel, que ce sont bien les partenaires sociaux qui tiennent les rênes de la fixation et la définition de ce qu'ils entendent par la RAG. Pour les éléments exclus, là, on est à peu près raccord avec la jurisprudence puisqu'on exclut la prime d'intéressement, les frais pro, la participation, l'abondement de l'employeur au plan d'épargne salariale. On va exclure également les primes d'ancienneté de branche et leurs compléments, les primes et les gratifications qui ont un caractère bénévole, les majorations pour travaux pénibles dangereux à salubre, et puis cette fameuse rémunération supplémentaire au titre d'une invention de mission, c'est une particularité de la CCNU de la métallurgie. Et on va également exclure, alors quelque chose qui est un petit peu long et complexe à décrire, mais vous allez voir tout de suite que c'est assez simple au niveau de l'application pratique. On va exclure les contreparties salariales liées à des organisations ou des conditions particulières de travail, mais non versées en contrepartie ou à l'occasion du travail. Tout ça pour recouvrir quoi? Eh bien, le cas où vous aviez une prime qui était versée pour un salarié alors qu'il exécutait une suggestion particulière. Un salarié qui travaillait de nuit avait droit à sa prime de nuit, et puis il a arrêté de travailler de nuit, mais on a continué à lui verser cette prime. Il ne subit plus cette suggestion, donc cet élément est exclu du calcul de la RAG. J'en ai fini. Alors oui, la dernière partie est un petit peu plus effectivement dense. Oui, j'en ai fini avec la description de cette RAG pour la CCNU de la métallurgie. Ok, merci Agnès. Donc effectivement, gros sujet au niveau de l'analyse juridique conventionnelle, notamment sur la métallurgie. Mais c'est vrai que ce que je retiens principalement sur ce que tu viens d'énoncer, c'est que on a effectivement, certes, la convention collective qui nous donne l'ensemble des éléments concernant la gestion de la RAG, mais il va falloir aussi travailler avec le client final, hein, qui a aussi ses propres règles, hein, si je puis dire, hein. L'exemple sur un ancien travailleur de nuit qui continue de percevoir une prime de travail de nuit, je suppose que techniquement, il n'aurait peut-être pas dû la percevoir, mais donc potentiellement, c'est vrai que nos gestionnaires de paie vont devoir aussi échanger avec leurs clients pour bien avoir cette vision globale des différentes contreparties salariales et l'intégrer ou pas au niveau de la gestion de la RAG. Donc un gros sujet effectivement très important, et donc du coup le travail de ton équipe a été vraiment d'analyser toutes ces conventions collectives avec toutes ces particularités pour pouvoir l'adapter au niveau du logiciel. Tout à fait. Concernant la convention collective métallurgie, je sais qu'au niveau de cette convention collective, il est négocié une GCIR depuis la bascule depuis janvier Oui. 2024. Agnès, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus par rapport à ce que tu viens de dire sur la RAG? Oui, c'est une question très intéressante parce qu'il ne faut pas du tout confondre ces deux mécanismes. La GCIR, c'est la garantie conventionnelle individuelle de rémunération, et c'est un mécanisme à part et très particulier, unique, qui a été négocié par les partenaires sociaux lors de la mise en place effectivement de cette CCNU de la métallurgie.
On le trouve dans le chapitre 8 de cette convention et en fait, il a simplement pour vocation d'éviter que, par l'effet de l'application des nouvelles dispositions au 1er janvier 2024, les salariés subissent une baisse de rémunération avec les dispositions de cette nouvelle convention. Donc, schématiquement, il faut figer la rémunération de 2023, la comparer avec celle de 2024, et si jamais il y a un écart entre les deux, il faut verser une indemnité différentielle. Alors évidemment, il y a tout un tas d'éléments à prendre en considération, ce qui rentre pas dans l'assiette de comparaison. Et pour ce faire, si vous voulez plus de détails et effectivement le listing de tous ces éléments, vous pouvez vous reporter à notre focus juridique qui est disponible sur notre base de connaissances sur le sujet de cette GCIR.